je ne suis pas sûr que Oumniobe était plus nationaliste que Charles Atarna. Alors, je ne suis pas sûr. Donc tout dépend des résultats et de l'approche et du recul historique, parce que le temps va aussi mettre des jugements qu'on porte sur les attitudes des gens. Et c'est pour ça que moi je pense que à très court terme, parce qu'il est très tôt même d'écrire cette histoire de façon objective, à très court terme, les vaincus ont su écrire l'histoire au Cameroun, parce que il y a une seule histoire de nationalisme au Cameroun. Et je pense que c'est d'abord injuste pour ceux qui ont une autre approche du nationalisme, qui ont une autre approche pas armée. C'est très injuste. Et qui étaient des nationalistes aussi convaincus. Et certains pensent que le seul nationalisme au Cameroun n'a été que ceux qui ont pris le maquis pour la branche armée. Très bien. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne juge pas, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas nationalistes, mais il peut se trouver qu'ils aient pris un mauvais chemin, une mauvaise solution, alors que d'autres nationalistes ont pris de meilleures solutions. Et c'est exactement là. Docteur David Debouto, historien, quelle était véritablement l'opportunité et la pertinence de ces luttes indépendantistes? Il le fallait absolument pour essayer de freiner l'impérialisme du colon. Mettez votre micro. Merci beaucoup. Les luttes indépendantistes, comme vous le rappelez, s'inscrivent dans un champ de libération, d'autonomisation. Il fallait absolument pour les fils et filles de ce pays d'utiliser un certain nombre de voies et moyens pour sortir de la colonisation, de la tutelle dont ils étaient soumis par divers moyens. Pour le cadre des mouvements nationalistes, les historiens situent généralement cette période dans les années 46, notamment avec après l'accord de tutelle signé à l'ONU, qui justement devrait fixer les conditions ou les conditionnalités qui devraient amener le Cameroun vers une réelle autonomie. Et donc, les premières figures qui émergent, effectivement, mettent en avant les questions de liberté, les questions d'indépendance totale et les questions de souveraineté. Et il y a donc des noms. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de nationalisme dans notre pays, il est difficile de ne pas l'attribuer principalement à quelqu'un comme Oumniobe. Mais alors, qui est Oumniobe? Qui est celui qui incarne aujourd'hui l'histoire du nationalisme dans notre mémoire collective? C'est quand même celui qui est celui qui a été au cœur de la création de l'Union des populations du Cameroun, le parti qui porte la cause justement du nationalisme camerounais. Et avec ses camarades, avait entrepris justement de se battre pour donner une réelle souveraineté, d'abord une réelle autonomie, une réelle indépendance, puis une réelle... Bien avant, il y a eu la réunification. Et puis une réelle indépendance à notre pays. Il y a donc eu beaucoup de sorts qui ont été réservés à ces nationalistes-là, ces figures qui combattaient pour l'indépendance et l'autonomie de notre pays. Et ces dernières, ces figures-là, se sont attribuées d'autres substantifs. Vous savez que dans les trajectoires des luttes, on a vu certains être affublés des substantifs de collabo, par exemple. D'aucuns être affublés de traîtres, des substantifs de traîtres, d'aucuns de nationalistes, ainsi de suite. Maintenant, c'est l'apport de chacun dans la détermination et l'engagement à combattre le colon qui était là, qui va déterminer si effectivement on peut amener à dire que telle figure était effectivement nationaliste et telle ne l'était pas. Mais dans le sens global, il n'y a que quand on parle du mouvement nationaliste au Cameroun, il y a un parti politique qui a émergé. Ce parti-là, c'est l'Union des populations du Cameroun, qui est né en 1948, autour de Oumniobe et de plusieurs de ses camarades. Celui-ci a évolué et a posé un certain nombre de revendications sur la table du colon, lequel a jugé mieux de le bannir, parce que l'UPC a été banni en 1955, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart de ses leaders ont choisi le chemin du maquis. Le principal leader assassiné en 1958 a amené certains de ses camarades à prendre le chemin de l'exil. D'aucuns revenus ont trouvé mieux d'embrasser l'usage de la force armée, et le débat peut continuer dans ce sens-là. Alors, Célestin Djamène, dans tous les cas, le Cameroun n'a fait que rejoindre un mouvement, car tout autour de nous, que ce soit, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y a cette volonté d'accéder aux indépendances. Est-ce que vous trouvez que la manière avec laquelle ces acteurs
et particulièrement cette organisation politique, ce parti politique, l'UPC, la manière avec laquelle on s'est organisé a rendu pertinente l'action. Mettez-le micro. Oui, d'abord, je suis très ravi, mon cher Armand, que tu aies élargi la thématique sur les luttes d'indépendance, et pas simplement sur Ernest Ouandié. Même si tu as très bien fait de le souligner, il y a eu le commencement de cette polémique depuis quelques jours. C'est un individu, un énergumène même d'ailleurs, oh non, qui s'est cru pas permis, d'insulte. qui s'est cru, j'assume, mais c'est même pas une insulte, c'est une vérité, qui s'est cru permis de s'attaquer à la mémoire des grandes figures du pays, aux géants de l'histoire. C'est inadmissible. Maintenant, si on revient... On est sur la pertinence et l'opportunité oui, des guerres. Justement. Quand vous regardez autour de nous, effectivement, l'UPC est né en 48, oui, à Tchang. Oui. Premier congrès à Tchang, rappelez-vous. Et monsieur Ernest Ouandié rencontre... L'UPC n'est pas né à Tchang. Ça c'est... Oui. L'UPC n'est pas né à Tchang. Premier congrès, je dis. Non, vous avez dit l'UPC est né à Tchang. Premier congrès 48 à Tchang. Premier congrès. Oui. Faites attention, il y a deux historiens de qualité. Hein. J'ai dit le premier congrès. Je m'en excuse si j'ai dit. Premier congrès en 48 à Tchang. Et donc, cet UPC-là a inspiré le FLN en Algérie. Je rappelle que Ouandié était exilé à Khartoum, qu'il a rencontré Mandela au Caire en 1952. Et je rappelle que c'est Ouandié qui a la même date de naissance quasiment que Nelson Mandela, qui lui inspire l'idée de créer une armée de libération nationale, de l'ANC. Vous vous rappelez, c'est lui qui rencontre Boumediene en Algérie, pour lui dire, mais il faut effectivement continuer le combat de libération. Donc il y a eu des contacts, il y a eu des contacts, des échanges avec ceux qui menaient le combat. Bien sûr, je rappelle que l'UPC, c'est d'abord un mouvement nationaliste, indépendantiste, qui a progressé vers un radicalisme révolutionnaire. Parce que le colon lui imposait certains combats. Il était donc obligé de se réadapter. Le CNO, le Comité national d'organisation, a été un peu l'ancêtre de l'ANNK. Et le CNO était d'ailleurs commandé par un enfant du Sud, M. Fouet Gorgon. Et ensuite, il y a eu les Zézé Samuel. Il y a eu plein de gens qui étaient de toutes les régions du Cameroun. Et donc, forcément, cette création de la branche armée était adaptée à l'évolution de la lutte. Et donc, je pense que le Cameroun a inspiré beaucoup de pays en Afrique. L'Algérie, vous le savez. Même si certains de ces pays ont finalement accédé à l'indépendance avant nous. Oui, dans le cas de l'Algérie, nous, on a une indépendance, on va dire, fictive, hein, de façade, même si Elimi fait valoir que il n'y a pas de raison qu'on continue le combat, puisque l'indépendance fictive, qu'il a oublié complètement de préciser, a eu lieu le 1er janvier 60. Donc, moi, j'ai dit ceci. Le Cameroun a été à la base de plusieurs luttes anticoloniales en Afrique et dans le monde. L'Indochine, vous vous rappelez à l'époque quand Pierre Mendès France prend la primature en France, Mendès France est obligé d'aller à Phnom Penh pour quasiment signer les accords de paix. Parce que ces gens-là ont vu le combat lancé par les UP6 dans les années 40. Donc c'est pour dire que nous avons inspiré beaucoup de pays. Et c'est ces grands combattants que les gens traitent de bandits. Un bandit, c'est un truand, c'est un malfaiteur. Vous imaginez un instant qu'on traite Ouandié de malfaiteur? Mais c'est pour ça que je dis que c'est des nains qui traitent des géants de l'histoire comme des bandits. Et c'est ça qui est inadmissible. Très bien. Jean-Baptiste Atemengue, les nationalistes, ces combattants n'avaient pas que le colon en face, il y avait l'administration coloniale également qui était un obstacle à la lutte. Les colons et l'administration coloniale, vous voulez dire l'administration camerounaise? Oui, je parlais... Les Camerounais de l'administration camerounaise. Voilà. Oui. Vous savez, ce qui est évident, c'est que coloniser, c'est dominer, c'est humilier, c'est exploiter, asservir, assujettir et tout ce que vous voulez brimer. Et donc, toute pensée politique progressiste qui n'est pas le monopole des Camerounais, même ceux qui étaient nationalistes, c'est une vieille pensée, et donc ne pouvait que condamner la colonisation et promouvoir la liberté des peuples. Et il faut savoir que
cela a été un combat mené ici et ailleurs. Et dans le contexte de la guerre froide, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a même d'autres grandes nations colonisatrices, mais qui sont rivales des vieux colons qui aident ces organisations. L'Union soviétique est elle-même une puissance colonisatrice, mais elle a aidé ceux qui voulaient se libérer de ces rivaux. Voilà, les États-Unis, oui, qui ont aidé d'ailleurs à un moment aussi, selon la doctrine Monroe, à ce que les peuples d'Amérique latine s'émancipent aussi de l'emprise des puissances européennes, en interdisant de fait à l'Europe d'avoir encore des visées impérialistes dans le continent dont ils devenaient les leaders. Donc, le problème des luttes d'indépendance qui ont existé partout dans les peuples, au niveau des peuples colonisés, est que l'écriture de l'histoire après est très complexe et très difficile. Vous avez l'histoire... Surtout que c'est les vainqueurs très souvent qui écrivent l'histoire. Pas forcément, parce que au Cameroun, j'ai l'impression... aussi, c'est les vainqueurs qui ont écrit l'histoire. Non, moi j'ai l'impression qu'au Cameroun, les vaincus ont écrit l'histoire. Paradoxalement, parce que la mémoire que moi j'entends répéter, ces commémorations que je trouve sélectives, que Célestin incarne sur ce plateau, c'est une écriture qui est une récupération politique à des fins politiques. Donc, moi j'ai l'impression que dans ce contexte camerounais, ce sont les vaincus qui écrivent l'histoire depuis. C'est la principale critique d'ailleurs que j'ai souvent formulée à l'encontre de nos théoriciens, parce que c'est eux qui doivent prendre du recul les théoriciens de l'histoire au Cameroun, parce que j'ai l'impression qu'ils écrivent cette histoire avec beaucoup de préjugés. Je ne suis pas sûr que parce que on critique Elimbi Lobé qui a ses opinions, ça peut être après la loi de 1991, ça peut être... Quelle opinion, Elimbi Lobé? Vous pensez que traiter un nationaliste de bandit est une opinion? Je n'ai pas le même point de vue que vous sur ce point. Mais je pense que ça peut être nuisible pour ce qu'on voulait produire au Cameroun après 1991, qui était une loi de l'oubli. Donc on va parler d'ailleurs tout à l'heure. Une loi de l'oubli et de la réconciliation nationale autour d'un certain nombre de valeurs. Mais, et de réhabilitation surtout. Parce que ces gens ont été condamnés pénalement. Oui, c'est le but quand même. On essaie d'annuler ces condamnations pénales. Mais je vais vous dire que si vous allez ailleurs, moi j'ai une grande admiration. Quand je suis arrivé étudiant en France, j'avais une grande admiration pour De Gaulle et les gaullistes en général. Et ma première demande d'audience en France, dès que je suis arrivé à Bordeaux, a été adressée à Chaban Delmas, qui a été une figure emblématique. Je voulais le rencontrer et le saluer. Le plus jeune général gaulliste, un héros du gaullisme. Mais quelle n'a pas été ma surprise, très souvent, de croiser des Français d'autres obédiences, généralement d'extrême droite, ou alors monarchistes, qui me disaient, mais De Gaulle, ce salopard, cet énergumène. Bon, ça me surprenait. Et là, on retombait... Et là, il n'y avait pas de levée de bouclier comme... Non, on retombait dans la politique. Parce que la politique est toujours ambivalente. La politique est toujours complexe. Il n'y a pas d'itinéraire politique linéaire. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Il y a des négociations. Il y a des jugements même hâtifs. Parce que je ne suis pas d'accord avec Célestin. Nous combattons. Moi du RDPC, j'appelle Célestin, je lui dis, asseyons-nous devant un café, il n'y a pas de raison de nous faire la guerre. Les miens, qui sont peut-être plus radicaux, vont me traiter de traître. Les siens, qui sont radicalisés, vont le traiter de traître. Et ils peuvent même
en écrit toute une histoire le moment venu pour dire mais ce monsieur Célestin, D'où l'usage du mot ambivalence. il prenait le café avec ceux d'en face tout le temps, vous croyez qu'il était si nationaliste que ça, si combattant de notre cause que ça existe partout. Et donc, et c'est ça la politique. Il n'y a pas d'itinéraire linéaire. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Je vais vous prendre un autre exemple. Est-ce que vous pensez véritablement, vous pensez quand vous lisez l'histoire, je crois que le professeur maîtrise, parce qu'on a eu à discuter de cette histoire de la Chine à plusieurs reprises, vous pensez véritablement avec du recul que Deng Xiaoping en Chine n'était pas plus nationaliste que Zhou Enlai? Quand vous voyez l'histoire de la Chine aujourd'hui, moi je peux de façon neutre, sans passion, me risquer à dire que Deng Xiaoping était le plus grand nationaliste chinois parce qu'il a dit aux autres nationalistes aveuglés que l'enfermement et cette guerre inutile, l'alliement derrière l'URSS, alors qu'il nous entraîne vers l'abîme. Il a été le premier à voir 20 ans après la chute de l'URSS, courageusement, et de dire allons copier l'Occident pour le combattre sur ce terrain. Est-ce que Deng Xiaoping n'a pas été plus nationaliste que Zhou Enlai? C'est tout le monde que ça. Donc je pense qu'en politique, tout dépend d'ailleurs des circonstances. Je ne suis pas sûr que dans votre travail d'héroïsation, je ne suis pas convaincu que parce que Charles Atangna a compris qu'il fallait envoyer ces populations à l'école, copier le système scientifique occidental, négocier pour éviter le plus de morts possible, pour enfin combattre ces gens. Je ne suis pas sûr que Oumnobe était plus nationaliste que Charles Atangna. Alors, je ne suis pas sûr. Donc tout dépend des résultats et de l'approche et du recul historique, parce que le temps doit aussi mettre des jugements qu'on porte sur les attitudes des gens. Et c'est pour ça que moi je pense que à très court terme, parce qu'il est très tôt même d'écrire cette histoire de façon objective, à très court terme, les vaincus ont su écrire l'histoire au Cameroun, parce que il y a une seule histoire de nationalisme au Cameroun. Et je pense que c'est d'abord injuste pour ceux qui ont une autre approche du nationalisme, qui ont une autre approche pas armée, c'est très injuste, et qui étaient des nationalistes aussi convaincus. Et certains pensent que le seul nationalisme au Cameroun n'a été que ceux qui ont pris le maquis pour la branche armée. Très bien. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne juge pas, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas nationalistes, mais il peut se trouver qu'ils aient pris un mauvais chemin, une mauvaise solution, alors que d'autres nationalistes ont pris de meilleures solutions. Et c'est exactement la question que je voulais poser au professeur Joël Narcisse Miolo. Je pense que sur la question, sans dénuer aux autres la pertinence, professeur titulaire, je crois que vous avez plafonné. Est-ce que vous diriez que sur l'opportunité, on s'accorde tous là-dessus, mais sur la pertinence, sur les orientations de cette lutte indépendantiste, professeur? Écoutez, on a là tout le problème. Le problème, c'est quoi, en fait, au Cameroun? C'est que on a trop de mémoire, mais pas d'histoire. On a trop de mémoire, c'est-à-dire chacun, on a trop de mémoire, mais pas d'histoire. Et je dis toujours à mes étudiants que l'histoire, encore plus l'histoire des États, est une construction. Est une construction dans laquelle on décide de prendre cet élément-ci, non pas l'autre, mettre de côté l'autre élément, sans ou bien minorer un fait et de valoriser certains, parce que l'histoire qu'on retient entre dans un processus, dans le processus de la construction d'une identité. Et donc on se pose la bonne question, quelle est l'identité qu'on veut avoir pour les Camerounais? On va donc rentrer dans notre histoire, et une problématique comme celle du nationalisme peut donc être étudiée avec une certaine objectivité. C'est ça le problème de fond. Alors, est-ce qu'il était important, à un moment donné de l'histoire du Cameroun, que face à une entrée étrangère, que les Camerounais ripostent? C'était tout à fait normal. Ça entre dans
ça tombe de sens. C'est ce que tout le Instinct monde... de suivi. C'est ce que tout le monde ferait. Et le professeur Aboua, dans son livre « Histoire d'un nationalisme camerounais », remonte la problématique à plus loin, au premier résistant. D'accord, le Oumba Abeti, au premier résistant, remonte aux résistants de l'invasion Peul dans le nord Cameroun. Alors vous comprenez que la problématique de la définition du nationalisme ne peut pas se limiter seulement à la lutte au Cameroun sous tutelle de la France. Ça peut aller au-delà. Et la question serait donc aujourd'hui de se poser, de savoir pourquoi est-ce que quand un individu, un monsieur comme Elie Bilobé, traite Wandjé de bandit, ça crée un tollé général. Ça crée un tollé général effectivement parce que dans le narratif du nationalisme que l'on situe à partir de 1948, donc avec la naissance de l'UPC, Wandjé a été un élément important. D'accord? Un élément important. Parce que si on prend l'UPC uniquement comme ce moment qui a été créé à Douala, chez Sierra, eh bien, on oublie, à certains cafés, on oublie que dès 1946, il y a les Camerounais étaient déjà présents au moment de la création du RDA, que en 1944, lors de la conférence de Brazzaville, on accorde des libertés syndicales. La France accorde des libertés syndicales dans ses colonies territoires associés, et que ces libertés syndicales même sont la conséquence du fait que la guerre, la France étant en guerre, a eu besoin des Africains, et que pour mobiliser ces Africains, il y a bien eu des acteurs qui se sont opposés à la mobilisation des Africains et qui dégageaient déjà une certaine résistance. Et une résistance qu'ils ont acquise justement à des batailles qu'ils ont menées contre les Allemands. Donc c'est une longue histoire qu'il faut prendre en considération. Et puis maintenant, pour revenir sur ce que disait monsieur le maire, vous savez, la logique des batailles nationalistes, elle est simple. Autant vous avez des individus qui étaient convaincus qu'à travers la guerre qu'ils menaient contre l'administration française et ceux qui étaient identifiés comme partisans de l'administration française, ça il faut qu'on s'accorde là-dessus, que quand l'armée nationale de libération du Cameroun s'attaquait à l'administration française, et s'attaquait également à des Camerounais identifiés comme étant partisans de l'administration française. Des collabos. Et ce qui, bon, pas forcément des collabos, ce mot, moi je l'aime pas beaucoup. C'était tout à fait normal. Tout à fait normal que quand on a une administration, qu'il y ait des gens qui soient affiliés à cette administration et qui, donc, de fait, avaient des intérêts opposés à ceux des nationalistes. C'est pour cela que quand on étudie la question, il ne faut pas rejeter fondamentalement ce que dit Elie Bilobé. Peut-être que le mot qu'il utilise... Non, écoutez-moi aller jusqu'au bout. Ne pas rejeter... J'ai dit fondamentalement. Maintenant, le mot qu'il utilise, non, vous prenez une séquence. Moi, je ne sais pas là pour prendre la séquence. Non, je ne peux pas se prendre la séquence. Moi, je suis dans le fond de ce qu'il veut dire. Il n'y aurait pas d'émission aujourd'hui s'il n'y a pas la séquence. Je suis dans le fond de ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que on ne peut pas et on ne doit pas qualifier Wandjé de bandit. Quel que soit c'est pour ça qu'il a dit fondamentalement. Je parle français. Je dis fondamentalement. Mais l'usage du mot est inadmissible. On ne peut pas qualifier Wandjé de bandit. Mais il faut aussi reconnaître que quand la bataille, quand Wandjé revient en 61, le Cameroun était un État. Il est indépendant, même si l'UPC a fait une déclaration avant cela, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un élément qui conditionne et qui disent que nous avons 4 éléments fondamentaux. Et l'un des éléments, c'est de lutter contre cet État fantoche. Et donc, dans cette bataille contre l'État, il peut arriver que des intérêts des individus soient menacés. Très bien. Alors, et donc, dans ce contexte, si vous permettez, monsieur Amonko, si vous permettez, dans ce contexte, il peut arriver qu'il y ait des communautés ou des individus qui qui ne voyaient plus fondamentalement, ne voyaient plus dans la lutte de l'UPC à partir de 61
cette quête de l'indépendance, mais plutôt d'un positionnement politique, de conquête du pouvoir. Et donc ces gens-là, parce qu'ils ne sont plus inscrits dans la bataille de l'indépendance, peuvent donc tenir un discours qui ne soit pas toujours utile. Pour nous autres qui pensons que, pour nous autres, c'est pour conclure, pour nous autres qui pensons que, à un moment de notre histoire, il y a eu des Camerounais qui ont eu le courage, en face de ceux qui avaient décidé d'accepter la présence française, qui a eu des Camerounais qui ont eu le courage de dire non et qui ont payé de leur vie pour cela. Alors, docteur David Debouto, on a le sentiment que chaque fois qu'on parle de lutte indépendantiste, on fait forcément allusion à l'UPC. Pourtant, il y a des gens qui ont mené la lutte sans forcément être de l'UPC. C'est pour ça que je voudrais qu'on parle du rôle et de l'implication de l'UPC dans cette lutte indépendantiste, mais des autres grandes figures également. Bien entendu, il y a eu plusieurs grandes figures et justement dans le cadre de la bataille menée pour l'autonomisation, la souveraineté, l'indépendance totale du Cameroun, donc on a adopté d'autres. Je veux parler de Kemajou, André Barry Mbida et autres, Ndjine. Toi-même, donc on ne parle pas beaucoup. Non, là je suis là tu vous rentrez un peu plus loin. Là je suis là dans l'espace. Oui, mais il y a eu des combattants longtemps. Et donc je parlais de Kemajou et autres qui justement se sont opposés à un moment à la démarche de l'UPC. Là je réponds à votre question. Et l'approche globale que moi j'aime souvent à explorer, c'est celle quand même de reconnaître à cela le fait que bien que leur approche soit jugée tiède, a quand même permis à ce que nous ayons l'État du Cameroun. Parce que n'oublions pas, l'État du Cameroun... Surtout que ça a joué dans un rôle d'éveil citoyen. Oui, je suis en train de rappeler un certain nombre de faits. L'État du Cameroun naît le 16 avril 1957. N'est-ce pas? Je crois bien. L'État du Cameroun, 16 avril... Sous tutelle, l'État sous tutelle. 1957. 16 avril 1957. Et c'est à partir de cette période-là également que nous avons un statut de citoyen. C'est ça. La citoyenneté naît à partir de là. C'est même à partir de là qu'un Camerounais pouvait avoir une carte d'identité. C'est à partir de cette date-là également qu'on a l'hymne national révisé déjà, l'hymne national. C'est à partir de cette date également qu'on a eu le premier gouvernement. Et ces mérites, ou alors ces acquis qui vont finalement s'imposer pour l'avancée du nouvel État, sont quand même de l'œuvre de personnes qui avaient choisi de ne pas adouber la méthode de l'UPC. C'est ça. N'est-ce pas? Parce que l'UPC, en cette période-là, avait boycotté les élections de 56, de décembre 56. Oui. L'UPC boycotte les élections, et ceux-là, donc les Kemachou, les Mbida et les autres, vont aux élections, et c'est par leur mérite qu'on a donc justement eu ce dont j'ai énoncé tout à l'heure, le 16 avril 1957. Donc, quand je l'ai dit, on voit donc que l'État du Cameroun qui naît à partir de là, est qu'on le veuille ou pas, du mérite de ces gens qui parfois sont traités souvent de collabos, de traîtres, et cela veut dire qu'il faut, et c'est là où je suis d'accord avec la fin de Joël, qu'effectivement il faut lire cela dans une perspective plus globale, dans le sens de ne pas blesser, frustrer et mettre les autres en étroit, parce qu'effectivement la lutte pour les indépendances, la lutte pour la souveraineté, les mouvements nationalistes ont été au final en tout. Il y a eu certaines figures qui ont certainement eu des rôles prééminents, plus déterminants. Et dans ce cadre-ci, il est difficile de ne pas penser, c'est ce qui nous a offusqué. Et je suis d'accord quand Joël a voulu dire fondamentalement, n'a pas voulu rejeter totalement le mot bandit tout à l'heure, le qualifier le substantif de bandit tout à l'heure, que cela offusque mon ami N'Djamène. Parce que nous, en histoire, nous n'oublions pas la date du 22 avril 1955. Lorsque Wandier et quelqu'un comme Moumié quitte Douala pour descendre à Yaoundé et aller implanter le drapeau du Cameroun à Mokolo. Tout à fait. Hein? Sous le nez et la barbe de l'autorité coloniale française. Ça, c'est un acte héroïque qui fait que nous, dans notre mémoire collective, nous continuons de les célébrer comme étant des héros. L'acte de bravo. Absolument. Même si vous prenez maintenant quelqu'un comme Wandier en deux séquences, c'est-à-dire que le Wandier qui à un moment était pacifiste, jusqu'en 55, et le Wandier qui, après le bannissement de l'UPC, décide, et après la mort, après le chemin de l'exil, et après son retour de l'exil, décide de prendre la voie armée. Donc, il y a eu deux Wandier, mais est-ce que cela... On parlera de ces deux Wandier, justement, tout à l'heure. Sur
le rôle de l'UPC, qui à un moment donné semble antagoniste avec celui des autres figures qui ne se revendiquent pas forcément de l'UPC. Célestin, c'est votre micro. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'encartement à l'UPC, qui, quoi qu'on dise, à l'époque était un parti politique, même si je considère que le slogan « L'âme immortelle du Cameroun » est parfaitement justifié. C'était vraiment un parti révolutionnaire. Historique. Au départ indépendantiste, ensuite, du fait du comportement des colons, ils sont devenus vraiment révolutionnaires, et même dans la révolution de libération armée. C'est tout à fait naturel. Maintenant, l'encartement, c'est une chose. Le roi Sokoudjou de Bamenjou ne se réclame pas UPC, mais c'est un combattant aux côtés de Wanzié, justement, et de Oumniobé. Il le dit tout le temps. On était où André Barimbida qui a pris son indépendance aussi d'esprit, en tout cas face à Roland Pré. Roland Pré qui avait été commis au Cameroun pour finir avec les indépendantistes UPC. Il faut bien le savoir. Contrairement à ce que dit David, le décret français, parce qu'il n'y avait pas encore de gouvernement camerounais. L'État du Cameroun en tant que tel, et d'ailleurs tu l'as dit, mais tu as conclu de manière un peu biaisée, c'est un décret français qui donne naissance à l'État du Cameroun. Mais après cet acte de bravoure quand même. C'est-à-dire qu'en fait, nous Camerounais, on n'a pas créé le Cameroun en fin de compte. Justement, c'est par rapport à ça que nos combattants ont dit, mais non, nous ne voulons pas de votre indépendance frelatée de 1960. Moumiedi, en 59, au Caire, dit que en 60 au Caire, parce qu'il était empoisonné en novembre de 1960, en avril, il dit que c'est maintenant que la vraie bataille commence. C'est maintenant que la vraie bataille commence. Il n'y a pas du tout d'indépendance. Et donc maintenant, l'état fictif que la France octroie au Cameroun n'était pas acceptable pour les UP6. Par rapport à ça, il y a donc eu égard, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux circonstances, l'obligation de créer d'abord le CNO à Macaï, tout près d'Idéa, et ensuite l'NNK, l'Armée de Libération Nationale Camerounaise, avec un cas en 1955, après l'interdiction de l'UPC. Je veux rappeler quelque chose. Oui, je parle de... Comment on appelle ça? Oui, bien, tout à fait, après l'interdiction, effectivement. Je voulais rappeler tout à l'heure, j'ai dit, par rapport à ce qu'a dit Jean-Baptiste, il y a 3 points. Le premier point, quand on dit que le président de la République a promulgué une loi, le président c'est qui dans un pays? C'est une institution. Le président incarne la communauté nationale. Il dit que je réhabilite, à travers la loi qu'il a soumise aux parlementaires, qui l'ont voté, il dit que je réhabilite 4 figures. Son prédécesseur, Amadou Aïdjo, Ernest Wandié, Oumniobé et Osende Afana. Félix Roland Mouillé. Ça veut dire que, avant, vous avez été accusé et condamné à tort. À la limite, je considère même que le président Biya dit qu'il y a eu erreur judiciaire. Comme ça que moi je comprends les choses. Le président il n'a pas qualité, il n'est pas magistrat. Il n'y a que le magistrat qui peut le faire. Non, dans la constitution camerounaise, qui n'a pas été écrite par les Camerounais, les projets de loi sont supérieurs, prévalent sur les propositions de loi. C'est-à-dire que quand il y a une proposition de loi et un projet de loi, ce qui passe avant, dans la navette parlementaire, c'est le projet de loi. Donc c'est ça qui a été discuté et débattu. Donc, ce que le président Paul Biya soumet aux parlementaires, c'est de dire que, dans le Parlement, lors des débats, on dit que cette loi, c'est la loi qui réhabilite les héros nationaux. C'est dans la promulgation où le président Biya demande de dénommer cette loi la loi de réhabilitation. C'est quoi réhabiliter? Mais c'est de vous rétablir dans votre bon droit. Ça veut dire le sous-thème est prévu, hein. Ce sous-thème sur la réhabilitation. En gros, je dis simplement que, par rapport à ce que dit Jean-Baptiste, ça dit que je vous redonne, vous avez été injustement considérés, vous n'étiez pas des bandits. Et là, monsieur, la télévision des Foulanes et monsieur Limi entrent en rébellion contre une loi nationale. Ils attaquent la loi, la promulgation de